Association d'Île-de-Garde. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle présentation de livres. Alors, je n'ai pas posté hier, pour la bonne et simple raison que les aléas de la campagne font que on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je vais poster la vidéo avec un petit jour de retard, j'espère que vous m'en excuserez. Donc nous allons parler de l'auteur Franck Tilliez, et en l'occurrence c'est l'un de ses derniers romans, je crois, qui s'appelle Norferville. C'est un auteur assez prolifique, il a déjà écrit pas mal de romans. Alors, je ne vais pas dire que c'est un de mes auteurs préférés, je le lis, c'est agréable pour moi. C'est un auteur à prendre qui, en fait, dans ses histoires, il y a beaucoup d'à côté, il y a beaucoup de recherches, de documentation, vous allez le voir sur notamment ce livre-là. On prend l'histoire et il faut aussi prendre les à côté. C'est-à-dire qu'il va énoncer un certain nombre de choses, c'est toujours dans un contexte bien particulier. Donc, pour vous situer le roman, Norferville, c'est un roman qui se déroule dans une ville minière isolée, très isolée, du Grand Nord québécois. Donc on imagine tout de suite voilà, la neige, le froid extrême, ce qui est le cas, et un peu une ville au bout du monde. Vous savez, un petit peu comme quand on regarde un peu les westerns sur ces petites villes qui étaient pinquées au milieu du désert avec rien autour. Et bien là, c'est un peu pareil. Alors, ça concerne un criminologue qui s'appelle Teddy Chanfran et qui arrive dans cette ville pour une raison très particulière et très mortifère, puisque il vient enquêter sur la mort brutale de sa fille Morgane. Alors sa fille Morgane a été retrouvée mutilée près d'une réserve autochtone. Donc là on imagine déjà l'état d'esprit du personnage, et pour cette enquête il va être accompagné, je ne vais pas dire assisté, il va être accompagné d'une jeune enquêtrice qui est métisse, qui appartient à cette communauté autochtone qui s'appelle, alors attendez, je ne me souviens plus très bien, je crois que c'est Léonie, voilà, Léonie Rock. J'ai un peu de mal avec tout ce que je lis en ce moment, j'ai des personnages qui se bousculent un peu dans mon esprit. Léonie Rock, voilà, qui est une jeune enquêtrice métisse et qui appartient à cette communauté autochtone, donc qui a un passé forcément, c'est pas un passé, on va dire, tout rose et plein de paillettes, hein, puisque ces communautés, il faut le savoir, sont très spécifiques, on en reparlera tout à l'heure, et ils vont mener cette enquête, puisque à l'intérieur de ce roman, il y a, outre la mort brutale de la fille de Teddy Chanfran, il y a aussi des disparitions de femmes autochtones. Donc tout ça va tourner un petit peu autour de ces disparitions, de ce meurtre sauvage, et on va retrouver aussi ce que je vous disais tout à l'heure, le thème qui est cette corruption solidement ancrée dans ces communautés, la corruption de la part de la police, de la part des représentants. Donc, l'histoire en elle-même est très bien. On va dire que les thèmes abordés, outre ces meurtres, ces disparitions, c'est un petit peu une réflexion sociale sur le sort des communautés autochtones et le racisme institutionnel que ça a développé au fil des années. La douleur du deuil parental, parce que je pense qu'on ne peut pas y couper sur ce roman-là, et la résilience face à la violence. Alors, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte de ville qui est extrêmement isolé. Et quand on y va, forcément on ne peut plus en sortir parce qu'il y a la neige, parce qu'il y a la glace, parce qu'il y a des conditions météorologiques qui font que ça amène à faire un peu une sorte de huis clos. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller demander de l'aide, on ne peut pas dire tiens, je vais fuir un peu la ville pour aller ailleurs, ce qui n'est pas possible. Donc, très intéressant, très haletant, très oppressant, à la Franck Tilliez, je vais dire. Hein. Donc, quand je vous disais que c'est un auteur qui se documente beaucoup, il est allé mettre son roman dans
une spécificité qui est cette réflexion sociale. Il faut savoir que les communautés autochtones, indigènes, je vais employer le mot indigène, ces communautés indigènes sont très présentes au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et tout ce qui est la partie Inuit, Groenland, ou de la Norvège, etc. Donc c'est des communautés qui n'ont pas eu, je vais dire, l'éclairage mondial de se dire ils existent, prenons-en soin. C'est les premiers habitants, on va dire. Pas du tout. Tout a été fait pour, en fait, les éradiquer. Il n'y a pas d'autre mot. On le voit sur certains reportages, sur certains films, mais je pense que les gens, ça ne les touche pas forcément parce que c'est loin, parce qu'il y a une méconnaissance de leur histoire. Il y a une différence de culture qui est énorme. Donc on n'a pas cette approche, puisqu'on n'en a pas, je vais dire, c'est très réducteur ce que je vais dire, on n'en a pas sous la main. Donc on ne peut pas se rendre compte, nous ici, de se dire, ben, tiens, notre communauté indigène, pour moi, à la campagne, c'est le paysan, le vieux paysan du coin qui parle le patois, le dialecte du coin. Je pourrais dire que c'est l'indigène local. C'est très réducteur, je vous l'accorde. Mais ça pourrait s'apparenter à ça. Là, c'est donc il reprend ce thème-là. Il faut savoir que la communauté indigène du nord du Canada a énormément souffert. Ça date, ça remonte à 160 ans. C'est-à-dire qu'il y a 160 ans, on a ouvert ces fameux pensionnats canadiens sous l'égide du gouvernement canadien et de l'Église anglicane pour mettre les enfants de ces communautés, de les sortir de leur communauté, c'est-à-dire qu'on a fait un génocide, tout bêtement. C'est-à-dire qu'on a privé ces gens, ces enfants, de leur culture, de leur langue, de leurs coutumes, de tout ce qui était ancestral et qui pouvait se transmettre. On a éradiqué ça. Alors quand je dis on, je rentre pas dans un débat blanc, indigène, etc. Non, je rentre dans quelque chose qui a été fait pour servir les intérêts de l'humain, d'un gouvernement, d'une église, entre guillemets. Ça a été très... faut le replacer dans le contexte. Mais en fait, le gouvernement canadien a poursuivi cette politique de génocide culturel, parce qu'il souhaitait se départir des obligations légales et financières qui lui incombaient à l'époque, donc de prendre en charge cette population. Mais surtout, c'était la partie visible de l'iceberg, parce que c'était surtout pour reprendre le contrôle de leurs terres et de leurs ressources. Alors, là, ça me pose un problème parce que les communautés indigènes étaient souvent nomades. On en retrouve encore dans certains endroits, comme par exemple la Mongolie ou l'Amérique du Sud, notamment sur la Guyane et le Brésil, sur des communautés amérindiennes. Ce sont des personnes qui en fait migrent suivant la saison de la chasse, de la cueillette, etc., puisque c'est des chasseurs-cueilleurs, pour reprendre l'expression usuelle. Donc ils vont bouger. Donc vous pensez bien que depuis l'époque, les colons sont arrivés, les pays sont arrivés, on a mis des frontières, ça c'est à nous, ça c'est à toi, etc., etc. Sauf que eux ont continué à naviguer, parce que, pas au fait de ce qui se passait, parce que vivant dans des contrées reculées, dans la forêt, pensez bien que dans le Grand Nord canadien ou au milieu du Groenland, on n'a pas tracé un trait pour dire « Ah ben voilà, aujourd'hui, ça appartient à la Russie, ça appartient aux États-Unis, donc tu es à côté droite, tu es russe, tu es du côté gauche, tu es américain. » Je pense que foncièrement, ils n'en ont absolument rien à faire. Donc ils ont commencé ils ont continué à vivre leur vie jusqu'à un moment où
ben, les militaires sont arrivés et on dit ben, non, là tu peux plus aller là, là vous pouvez plus aller là, là vous êtes ça, vous êtes ci, puis de toute façon c'est pas votre terre, c'est à nous, etc., etc. Donc on les a dépossédés. En étant premier, ce qu'on appelle premier natif, c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis depuis 2-3 ans. On les a mis dans des réserves depuis des années, sauf que ces réserves, heureusement, malheureusement, se trouvent sur des gisements, et ça s'est vu récemment sur ce qu'on appelle la fracturation de la plaque terrestre pour extraire du gaz. Ça se passe dans les réserves indiennes, pardon, je ne vais pas dire amérindiennes, indiennes, chez les autochtones. Donc, forcément, on les a déjà déplacés une fois, donc on va tenter de les déplacer une deuxième fois. Sauf qu'aujourd'hui, il existe Internet, aujourd'hui, ces gens-là font entendre leur voix, et surtout cette nouvelle génération qui arrive. Donc, vous avez peut-être vu ça il y a 4-5 mois, 6 mois, cette fameuse main rouge que les gens avaient sur le bas du visage, sur la bouche, et qui était ce slogan Aware Red for my indigenous sister, pardon pour mon anglais. Je suis un peu fatiguée, je bafouille un peu. Donc je porte du rouge, cette main rouge, pour mes sœurs indigènes. C'est souvent des femmes qui prennent le combat, qui montent au créneau. Donc la fracturation de la plaque terrestre, de la croûte terrestre, pour extraire le gaz, va demander, comme les extractions minières, énormément d'eau. Donc là, on touche à une ressource naturelle qui est vitale. Donc, toute cette extraction va contaminer l'eau et va donc appauvrir ces autochtones. J'aime pas ce mot parce qu'il est très réducteur pour moi. Va appauvrir et va finir par tuer ces populations-là. Donc on ne peut pas non plus leur dire, ben, tenez, on va vous déplacer là parce qu'on a besoin de ça, parce que non, c'est les premiers natifs, ce qu'on appelle les natifs. Donc pourquoi aujourd'hui leur demander de se dire, ben, comme c'est à nous parce qu'on a posé des frontières et que ben, on a envie d'avoir un peu plus d'argent, de côté financier, ben, dégager un peu parce qu'on a besoin d'aller là. Donc, c'est une question, on va dire, de politique, de géopolitique, de ce que vous voulez. Donc, c'est des gens qui ont du mal à faire entendre leur voix parce qu'ils vont être immédiatement bâillonnés. Et puis, ben, comme tous les problèmes, on va mettre un ordre de priorité dessus. Donc, ben, c'est pas un génocide barbare, etc. Donc, on va le mettre plutôt à la place 10, et puis il y en a un autre qu'on va mettre à la place 1, donc on ne peut pas tout couvrir. Et puis c'est pas le problème de tout le monde, c'est le problème de tout le monde. Quand je vois aujourd'hui que moi je suis obligée de payer pour une bouteille d'eau ou de payer l'eau au robinet alors que la ressource de l'eau devrait être gratuite. Alors effectivement on vous fait payer une cote infime d'eau, on va surtout vous faire payer des taxes d'assainissement, de cheminement de l'eau, etc. Alors je vais vous donner un exemple tout bête. Quelques années, moi je suis à la campagne, je suis au milieu des bois, j'ai tout un réseau de fosses septiques. Je reçois un courrier, j'ai quand même une boîte aux lettres, je reçois un courrier me disant que je devais tant de taxes d'assainissement pour l'eau, etc. Donc je me dis, mais assainissement, j'ai une fosse septique, je ne comprends pas bien, je l'entretiens moi-même, voilà. Donc je réponds en disant, mais je pense que vous vous trompez. Je suis toujours très très sympathique, hein. Je pense que vous faites une erreur. Et là, on me répond, non, vous devez payer. Même si vous n'êtes pas raccordé, vous devez payer. Donc j'essaye de comprendre, donc je prends mon téléphone. C'est très compliqué à l'heure actuelle d'avoir quelqu'un, même depuis quelques temps. Voilà, vous n'avez plus personne physiquement, etc. Donc j'arrête là et je reçois un courrier me disant que quelqu'un va venir voir si ma fosse est aux normes, etc., etc. Donc j'attends de pied ferme cette personne, donc effectivement cette personne vient et ben, logiquement, même s'il y était pour rien, je lui tombe dessus. Voilà. Donc je lui dis ce que j'ai à lui dire et il me dit, mais non, mais vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde pareil. Je
dis, je ne vois pas le problème et je ne comprends pas le problème. Donc il me dit, oui, mais de toute façon, vous payez, c'est comme quand vous avez sur votre réseau d'eau, vous payez plus d'assainissement, d'acheminement que de consommation d'eau, parce que c'est comme ça, c'est l'État qui vous prend de l'argent. Donc ok, c'est l'État qui me prend de l'argent pour, on va dire, un assainissement du tout à l'égout que je n'ai pas. Vous comprenez le problème? J'ai un assainissement sur le tout à l'égout que je n'ai pas, mais que je suis obligée de payer. Alors, vous n'allez pas me dire, c'est pas 3 000 euros, etc. C'est 140 euros l'année. Mais c'est énorme. Je vais dire, la somme est énorme par rapport au fait que je doive payer quelque chose qui n'existe pas. C'est exactement la même chose sur cette problématique indigène, qui est que on va leur faire payer ce qui leur appartient. Mais on a déconstruit cette idée depuis des décennies et des décennies en leur disant ce n'est pas à vous. Donc on va annihiler toute contestation par de la répression, par de l'isolement, par un certain nombre de principes. Donc on revient sur, sur le livre, hein, cette entreprise d'extraction, c'est une extraction minière. Il faut savoir, alors je vais vous donner un chiffre très très rapide. Il y a, alors on va prendre par exemple sur le Yukon, qui est la région de l'extraction minière de l'or, il y a 80 000, à l'heure actuelle, en 2024, il y avait 80 000 concessions minières. C'est-à-dire 40% de l'industrie minière d'extraction d'or aujourd'hui sur la planète est concentrée dans le nord canadien, dans le Yukon. C'est énorme, c'est énorme. Donc, il y a eu un incident, il y a quelque temps de ça, sur justement le Yukon, sur une extraction minière, il y a eu un effondrement de la falaise. Donc il y a eu des morts, il y a eu une dégradation des conditions de vie des indigènes. Je crois que la première nation, c'était la nation de Nashotniak je m'excuse de la prononciation. La représentante de cette nation s'appelle Dawa Hope. C'est une femme et en fait elle est montée un peu au créneau déjà pour la dégradation des conditions de vie, de l'environnement, mais surtout parce que l'exploitation minière, comme je vous l'ai dit, utilise de l'eau, des ressources de l'eau, et forcément qui dit extraction d'or dit cyanure, puisqu'on sépare l'or des alluvions de la terre, etc., par le cyanure. C'est ce qui se passe, ce qui est passé il y a des années en Guyane, c'est-à-dire que les prospecteurs d'or brésiliens rejetaient le cyanure dans l'eau. Donc ça contamine les poissons et les Amérindiens ou les autochtones ont une alimentation basée sur le poisson. Donc ingèrent des taux de cyanure et de mercure énormes, puisque le mercure rentre en jeu aussi, bien qu'il ait été remplacé par le cyanure depuis quelques années, puisque le mercure est hautement toxique. Le cyanure aussi, voilà. Ça donne bonne conscience, je pense, au reste de l'humanité, de dire ah ben on a trouvé un palliatif au mercure, on utilise quelque chose de moins nocif qui est le cyanure. Voilà, la peste et le poison, la peste et le choléra, la peste, voilà, c'est un peu les mêmes choses. Donc, cette chef amérindienne, enfin indienne, pardon, est montée au créneau en dénonçant ce fait-là. Alors, je crois qu'à l'époque, je l'avais vu sur Arte, donc c'est pas passé sur des émissions de grande audience, télé nationale, etc. Donc, il faut farfouiller un peu pour chercher. Et elle disait, quand cette exploitation sera terminée, puisqu'ils ne peuvent pas interdire cette exploitation, le site minier devra remettre en état
c'est une loi, le site qu'ils ont exploité. Je ne sais pas si vous vous imaginez l'exploitation d'une extraction à échelle grandiose qui détruit des montagnes, des falaises, etc. et qui doit remettre le site en état. Alors bien souvent, c'est je plante une centaine d'arbres et puis au revoir, tout est fait. Puisque la terre est nue, hein, on extrait, on dynamite, on casse tout et on creuse, hein, puisque on part du haut et on va jusqu'en bas jusqu'à ce qu'il est possible de ne plus aller. Enfin, on est arrêté à un moment donné, et puis la quantité d'eau. Donc, tout ce paramètre-là fait qu'on est en train, oui, d'abîmer la terre et au nom d'un profit financier de quelques personnes, hein, de quelques personnes. Ça ne rejaillit pas sur les autochtones, ça ne rejaillit pas sur la population, qu'elle soit locale, territoriale, nationale ou mondiale. C'est l'enrichissement de quelques personnes. Et je crois que les gens, à un moment donné, il va falloir comprendre que c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, comme je le disais, ce sont des thèmes abordés voilà, sur l'environnement beaucoup social. Sur ces communautés-là, ben, forcément, comme on les a un peu ostracisées, on va avoir des problèmes qui vont être liés à la drogue, à l'alcool. Ça, je ne vous fais pas un récap dessus parce que je pense que c'est tout à fait compréhensible, hein, et on l'a vu dans beaucoup de feuilletons, beaucoup de films à la télé. Je ne vais pas revenir non plus sur l'intérieur du livre parce que si je vous dévoile trop les personnages, je vais devoir vous raconter l'histoire et c'est pas le but de cette vidéo, hein, même si quelquefois les gens peuvent se dire oui, elle raconte pas trop ce qu'il y a dans le livre. Ben non, parce que sinon, ben, autant vous le lire et puis ça va faire gagner du temps. Non, j'ai vraiment envie que vous lisiez ça, mais pas pour l'histoire, on va dire, policière qui est à l'intérieur, mais voir un petit peu tout ce que ça peut aborder, parce que finalement, les romans policiers ont été un petit peu décriés en disant, bah oui, bon, à part un tueur en série, un mec, voilà, le meurtrier, là... Non, parce qu'il y a plein de choses autour. Si on fait attention, voilà, si on décortique bien les livres, si on voit l'environnement déjà, chaque thriller policier a un environnement bien particulier. Et moi, je fais beaucoup attention à ça parce que je me dis, voilà, ça me permet aussi d'avoir une approche différente par rapport aux romans policiers que je lis. Et là, je suis plongée dans le Grand Nord canadien, dans une communauté autochtone avec ses fêlures, ses fragilités, ce chaos brut, violent, des situations pas faciles du tout, des interactions violentes aussi, hein. Donc je me dis, ben voilà, ça peut donner envie de lire, mais de lire et de voir aussi l'à côté du livre et des choses. Je vais rebondir là-dessus avec un K-drama qui fait fureur en ce moment, qui est, alors en anglais, alors je sais que j'ai une amie qui m'en a parlé, et j'ai pas tout de suite compris parce que j'avais pas ce titre-là en tête. Alors en français il s'appelle Tu étais là, en anglais il s'appelle As You Stood By. Alors je sais qu'il est disponible sur Netflix en français. Alors comme je vous l'ai dit auparavant, moi je préfère la version sous-titrée parce que l'intonation coréenne est très importante, le phrasé est très important et l'intonation, on va dire, le son correspond un petit peu aussi au caractère du personnage, ce qu'on ne retrouve pas en langue française. On n'a pas du tout la même manière d'exprimer. Eux ont une expression beaucoup plus sonore que faciale. Donc, ce K-drama-là parle de violence domestique et autres, c'est-à-dire que je vous brosse un petit peu l'ambiance, toujours sans trop dévoiler parce que je ne veux pas non plus tout vous raconter l'histoire. Donc c'est un personnage qui s'appelle Esu,
qui travaille dans un grand magasin et qui vit avec un traumatisme lié à son enfance. Et elle rencontre une écrivaine, alors j'aime pas ce mot, hein, souvent je dis un écrivain, bon là je vous dis une écrivaine pour féminiser le personnage, qui s'appelle Hui Xu, et qui est aujourd'hui, dans sa vie actuelle, sous la domination violente de son mari. Donc lorsque Xu découvre les violences que subies par Hui Xu, elle décide d'aider celle-ci, alors avec un moyen qui est assez extrême. Elle va planifier le meurtre du mari de Hui Xu. Planifié. Donc, on va avoir... Alors, il y a des passages qui sont très durs, parce qu'ils correspondent à la réalité. On va rentrer dans vraiment de la violence domestique, hein, avec les mécanismes d'emprise, la frontière morale entre qu'est-ce que peut être la justice et la vengeance. C'est très touffu, c'est très condensé. Alors, c'est un K-drama qui est issu d'un roman japonais, qui a été transposé dans un contexte contemporain coréen, parce qu'il est plus ancien. Et ça offre aussi un petit peu... Le livre est... alors, je ne sais pas s'il a été traduit en français, je ne pense pas. Le livre, en fait, c'est une réflexion sur la survie et le courage. Dans la société japonaise, on retrouve un petit peu ce parallèle entre la société japonaise et coréenne, hein, très patriarcale, très dominatrice par les hommes. Donc, ça s'adapte très bien dans les deux contextes d'ailleurs. Donc, il faut ça s'adapte aussi dans notre société, mais c'est plus, je pense, couvert, plus... il y a moins d'éclairage dessus. On a une façon, une culture différente aussi, donc ça se voit moins. Ça existe aussi chez nous, attention, il ne faut pas se leurrer. Donc, ce qui est intéressant dans ce K-drama, c'est un petit peu ce qu'on va avoir, tous ces, on va dire, ces mécanismes d'emprise que peut avoir un homme sur une femme. Je n'oublie pas aussi que certains hommes sont battus. Ça reste une minorité, mais ils existent quand même, donc je les inclus dans ces violences domestiques. Ces mécanismes d'emprise on retrouve ça. Alors, on va retrouver ça dans certains romans, dans certains films et dans la vie, hein, puisque c'est inspiré de faits réels. On va voir un petit peu arriver ça par les premiers mécanismes qui sont la séduction et l'idéalisation initiale, hein, destinés à attirer et à créer une dépendance affective. On va retrouver certains principes de manipulation psychologique. Donc si vous avez suivi les dernières vidéos, vous allez pouvoir accrocher ça. En fait, le but va être tout au long des vidéos de vous permettre d'acquérir certaines notions pour vous dire, ah oui, je peux raccrocher ces choses-là, tiens, il se passe ça, tiens, voilà, c'est aussi ça, ce but-là, c'est pas de la déco contemporaine, comme je peux dire. Donc, la séduction et l'idéalisation, l'isolement progressif de la victime par des stratégies de surveillance, de contrôle, hein, on a toujours... il faut toujours garder le contrôle, ça c'est important. Les interactions sociales, que ce soit la famille, les amis, le travail, et la création d'une dépendance financière. Alors souvent, dans les violences domestiques, la femme qui travaillait arrête de travailler, se met en maladie, etc., etc., et donc va tomber sous le coup d'une dépendance financière. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est très insidieux. Tous ces mécanismes en fait vont s'articuler les uns et les autres, ils vont être interdépendants et ils vont agir entre eux. Vous avez l'alternance de la phase de violence et de réconciliation, hein, qui va créer un cercle répétitif qui va renforcer cette dépendance psychologique.
Vous allez avoir aussi, ça on peut le faire rentrer dans la surveillance hein, qui va utiliser, c'est-à-dire que l'agresseur va utiliser les moyens modernes. Et aujourd'hui, Dieu sait qu'on en a, qui sont la surveillance des communications, cette fameuse géolocalisation. J'adore la géolocalisation, j'adore ce mot-là. Aujourd'hui, on peut vous géolocaliser. Alors, vous utilisez un téléphone portable, n'importe qui, les instances gouvernementales, ce que vous voulez, peuvent vous géolocaliser. Même si vous éteignez votre portable, vous pouvez être géolocalisé. Vous avez... alors moi j'ai des gens que je connais qui utilisent la géolocalisation et qui me disent « Ah mais c'est très bien pour mes enfants parce que je sais où ils sont, je sais ce qu'ils font. » Voilà comment on arrive à mettre une idée de déculpabilisation, de se dire « Moi je suis mes enfants mais c'est pour leur bien. » Mais l'agresseur il va faire pareil. Moi, je suis ma femme parce que comme ça, je sais où elle est et il ne peut rien lui arriver, même si ce n'est pas son but premier. Mais vis-à-vis de l'entourage, il peut avoir cette justification. Moi, je suis ma mère parce qu'elle a un Alzheimer, donc je sais où elle est. En même temps, votre mère, elle a un Alzheimer, si demain elle oublie son téléphone, je vais vous dire mieux. Il y a quelques années, ça s'est passé sur Nice. Il y a une dame qui s'est échappée de la maison de retraite et que les autorités et sa famille ont mis plus de 2 mois et demi pour retrouver. Donc cette dame, je crois, avait 91 ans ou 92 ans. Donc elle avait un Alzheimer très avancé. C'était une ancienne résistante, donc elle s'est enfuie de la maison de retraite en se cachant dans la camionnette du réparateur, un plombier je crois que c'était. Donc elle est sortie par là et elle s'est enfuie dans les montagnes et elle a survécu pendant 2 mois dans ces montagnes-là. Donc un jour, pendant les recherches, ils sont allés et ils sont tombés sur une bergère. Heureusement, il en reste encore quelques-unes qui lui ont dit « Vous n'auriez pas vu une vieille dame, etc. etc. » Elle dit « Bah si, un soir, dans la bergerie, elle est arrivée, donc je lui ai donné un peu de fromage, un peu de pain, on a discuté, et puis le lendemain, elle était partie, etc. » Ils ont fini par la retrouver, puisque 92 ans, c'est pas non plus une marathonienne, mais enfin bon, pendant 2 mois et demi quand même. Et elle était effectivement dans sa propre vie transposée à l'époque où il fallait échapper à l'ennemi. Donc elle y a quand même échappé pendant 2 mois et demi. Tout ça pour dire que son fils lui avait acheté un collier. Vous savez, ces fameux colliers d'appel, d'aide, mais qui géolocalisent aussi. Sauf que pas folle la guêpe, le premier truc qu'elle a fait, c'est d'enlever le collier. Donc, la géolocalisation, pour moi, il n'y a pas j'ai un problème avec ça. Donc, moi, je ne suis pas géolocalisable. Je n'ai pas d'application, je n'ai pas de choses où on pourrait dire, tiens, je prends ma voiture, j'arrive à ce point-là, ou tiens, je suis partie de la maison parce que ça sonne, parce que ci, parce que là, voilà, je ne suis pas très, très adepte de ce genre de choses. Donc, cette fameuse surveillance, géolocalisation, ces petits AirTags, voilà, ces petits AirTags qu'on peut vous mettre, j'ai lu ça quelque part où il y avait des gens qui vendaient sur Vinted ou je sais pas quoi et qui avaient retrouvé des AirTags dans les poches, enfin bon, on se demande pas pourquoi faire parce que c'est généralement on en voit très vite l'issue. Donc, on a cette géolocalisation, ce harcèlement numérique pour renforcer cette emprise. Alors l'emprise en fait c'est ce qui s'installe comme un système relationnel qui va verrouiller le système relationnel et donc il n'y a plus d'échappatoire, il n'y a plus de sortie. Donc
même sans être une violence domestique, là je reviens sur le roman, on est sur un contexte isolé dans le Grand Nord canadien, j'ai un système qui est verrouillé. Donc, je ne peux pas aller vers l'extérieur. Donc, tout va se passer vers l'intérieur. À partir du moment où je suis verrouillée, dans une situation verrouillée, je n'ai pas d'autre choix que de m'adapter. Donc, je vais développer un mécanisme de survie. Et c'est ce que ces femmes ou ces hommes victimes de violences domestiques vont faire. Ils vont développer un système de survie. Il est très 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 difficile de sortir quelqu'un de cette relation toxique. Parce qu'il y a tellement de manipulations psychologiques comme la coercition, on l'a vu dans la première vidéo, cette coercition en fait va faire que la violence par cette coercition n'est pas physique, elle passe par le langage. Donc à partir du moment où vous enfermez quelqu'un par le langage, il n'y a plus de volonté de fuir, puisque vous l'avez privé de liberté. Vous l'avez privé de liberté de penser, de choix. Il faut évaluer cette situation et essayer non pas de s'y mettre, parce que je crois que c'est impossible, mais de la visualiser comme un enfermement. Je m'enferme, c'est un enfermement mental. Je ne peux pas sortir de là. Mais en même temps, je ne peux pas demander d'aide puisque on a créé un vide. On a créé une confusion, on a créé comment je vais dire, on a mis la personne en fait dans une cage. Et l'agresseur va contrôler qui entre et qui n'entre pas, qui sort. Et à partir du moment où vous êtes sous cette domination-là, il n'y a plus d'espoir. De toute façon, le mot espoir a été effacé, il a été rayé, il a été... Voilà, on n'en parle plus. Surtout n'est pas d'espoir. Le seul espoir que tu peux avoir, c'est moi, l'agresseur, qui vais te le donner. C'est-à-dire, c'est mon amour pour toi. Même si cet amour est excessivement toxique. Alors, pour en sortir... sincèrement, je pense qu'on peut aider ces gens-là, sauf que cette aide, elle va être très compliquée. Parce que dans un premier temps, il va falloir rétablir une confiance. Quelqu'un qui est victime de violences domestiques n'a plus confiance parce qu'on lui a retiré cette chose-là. Donc ça va prendre énormément de temps. Il ne faut pas être intrusif, il ne faut pas aller être brut de décoffrage et de dire allez, fais tes valises, on s'en va, parce que ça ne fonctionnera pas. Ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie, ça va demander de l'écoute, et ça va demander de rétablir un lien de confiance. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir peut-être espérer que cette personne s'en sorte. Et c'est peut-être pas dit. Et quand je vais dire cette personne s'en sort, c'est pas nous, c'est pas la personne qui aide qui va amener cette résolution, c'est que on va amener cette personne victime de violence vers des gens qui sont spécialisés, qui traitent ça. Parce qu'il y a tout un protocole, il y a une façon de faire sans se mettre en danger et sans mettre cette personne-là en danger aussi. Donc, il faut c'est très complexe. Vous avez sur des... Moi, j'ai des chiffres comme ça dans la tête, je l'ai dit la dernière fois. Vous avez quand même 140 femmes et un peu plus, puisqu'il y en a qu'on ne connaît pas, il y en a qui sont victimes d'accidents aléatoires. Vous avez quand même 140 femmes qui meurent par jour. C'est énorme, c'est énorme. Vous avez à peu près l'ordre de 140 femmes qui meurent par jour.
En 2023, 23-24, puisqu'il faut du temps pour compter ces accidents de la vie, comme on les appelle, comme enfin, la société les appelle, vous aviez 85 000 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs partenaires ou de leurs proches. 85 000 femmes dans le monde. Et on en oublie, je pense, autant, qui ne sont pas déclarées, qui ne sont pas vues, où il y a cette... Toujours on revient à cette corruption de dire c'est un accident de salle de bain. Moi j'adore les accidents de salle de bain parce que les lavabos, franchement, il va falloir faire quelque chose. C'est un accident, elle s'est cognée la tête sur le lavabo, elle s'est cognée la tête sur le bord de la baignoire, etc. etc. C'était pas intentionnel. Et on va donner la priorité à la parole du survivant, hein, puisqu'on dit ah ben, le pauvre il est effondré, ou la pauvre elle est effondrée, etc. etc. Donc quand on voit ces choses-là, comme je l'ai dit, on le voit avec son prisme, avec l'affect qu'on a. Il faudrait se débarrasser de ça et regarder vraiment le clair de la situation et se dire que se passe-t-il à un moment donné sans pour autant avoir une vérité certifiée, parce que ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que tout le monde a des avis sur tout et on est assez tranché, la peur de l'étranger, la peur du coup, la peur de se dire je vais me faire agresser, la peur d'une relation. Alors, sans tomber dans un féminisme littéraire, ou on va dire linguistique, bien sûr que la femme, en tant que femme, il faut faire attention, surtout sur beaucoup de choses. Mais tous les hommes ne sont pas non plus des potentiels agresseurs ou agresseurs. Voilà, il y a des signes avant-coureurs, il y a des choses que l'on remarque, mais que notre cerveau se dit, ben non, là non, j'ai bien envie d'y aller. Souvent les femmes sont ascendant poire, de signe poire, ascendant Williams, hein, comme on dit. Donc forcément, on va avoir tendance à aller mettre le doigt parce que ce qu'on nous montre, ben, c'est ce qui nous attire. Tout le monde a des désirs. Tout le monde n'a pas forcément de besoins, mais tout le monde a des désirs. Donc j'ai envie d'avoir, je rejoins le livre précédent, de la femme de ménage, j'ai envie d'avoir ben voilà, un compagnon merveilleux qui m'aime, qui est doux, qui est gentil, j'ai envie d'avoir de beaux enfants, une maison blanche avec une barrière, une pelouse verte, une vie somme toute rêvée. Je pense que depuis l'enfance, on inculque aux filles ce côté femme, ce côté, je ne vais pas dire princesse, mais ce côté femme, de dire voilà, tu vas avoir la charge d'une famille, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir ci, tu vas avoir là. Pourquoi pas? Ce que je vois, c'est que c'est toujours d'actualité, même si aujourd'hui on dit je suis libre, je suis autonome, je suis une femme émancipée, etc. etc. Je crois que l'aspiration de toute femme aujourd'hui ou de toute fille aujourd'hui, c'est de trouver un prince charmant. Sauf que les princes charmants, ça n'existe pas. À part habiter à côté d'une mare, de trouver le bon crapaud, de l'embrasser et qu'effectivement, on trouve le prince charmant. Jusqu'à présent, alors j'embrasse pas les crapauds, promis. J'en ai dans ma pelouse, mais je les embrasse pas. Je suis pas très très crapaud. Mais c'est pas une invitation non plus à ce que vous veniez embrasser les crapauds chez moi. C'est pas des princes, promis. Donc, on est sur cette image, oui, parce que c'est une image d'Épinal de se dire, voilà, je veux être heureuse. Tout le monde veut accéder au bonheur, tout le monde veut accéder à une vie simple et à une vie heureuse, je peux comprendre ça. Sauf que quand on regarde le développement de l'humanité, on s'aperçoit que le bonheur et la vie heureuse, ce sont des moments, c'est pas toute la vie. S'il y en a qui connaissent le bonheur et qui sont heureux toute leur vie, j'en suis béate d'admiration. Bravo, bravo. Mais dans le fond, je ne pense pas que ce soit vrai. Donc, je reviens à Franck Thiès, Norferville. Alors, j'ai un peu fait la faux folle
j'ai acheté ces fameux thrillers de l'Avent. Donc je l'ai pris chez Franck Tilliez. Donc je vous le présente. Le roman maudit. Donc c'est un livre, enfin un roman, enfin, un beau livre, hein, avec une petite couverture, voilà. Et l'intérêt c'est que il a les pages qui sont voilà, opercules. Donc ce que je vous propose, alors je ne vais pas l'ouvrir, bien que j'ai envie, hein, j'ai très envie. Je ne vais pas l'ouvrir maintenant, je ne vais pas vous en faire un compte rendu parce que par respect pour l'auteur, hein, parce que quand même, voilà, c'est son gagne-pain. Ce que je vous propose, c'est de, comment je vais vous dire, c'est de l'ouvrir, vous voyez, 1er décembre, 2 décembre, etc. Comme je fais une vidéo par semaine, et c'est de vous faire un petit peu un récapitulatif de semaine par semaine, en fait, jusqu'au 25, si ça vous enchante ou si ça vous dit, voilà. Donc, voilà, j'ai succombé un peu, j'ai un peu fait une folie parce que c'est pas donné. C'est un petit peu le fait de se dire, vous savez, je vois un challenge en ce moment qui dit oui, je vais lire 50 livres par mois, etc. Tata. Bon, ben, ce sont des. Enfin, c'est un challenge déjà que je ne ferai pas parce que je n'ai pas envie de lire 50 livres par mois, même si j'en lis plus ou j'en lis moins, c'est pas le fait de dire, c'est pas un marathon. Ça a un coût, je suis désolée de le dire, ça a un coût, donc ça a un budget. Moi j'ai un budget, alors j'achète des livres. J'en achète par un certain nombre par mois. Je les prends en poche parce que effectivement c'est moins de 10 euros. J'ai aussi des amis qui lisent, heureusement. Donc on s'échange un petit peu les livres, ce qui me permet d'avoir un panel sur, parce que tout le monde n'aime pas les romans policiers, psychologiques, etc. ou des thrillers. Donc ça me permet d'avoir un panel plus ouvert. D'ailleurs, on parlera, alors pas la prochaine fois, parce que la prochaine fois, je vous parlerai de Matthew Blake, Anna O. C'est assez récent, c'est le prix des lecteurs sélection 2025. Alors, je ne connais pas du tout cet auteur, je ne le connaissais pas. Donc, je vous ferai un petit récap, c'est assez intéressant. Je me suis prise au jeu. Donc, je vous ferai le récap sur ça la prochaine fois. Matthew Blake, Anna O. Si on arrive, je crois qu'on ne sera pas encore début décembre. Alors, j'affectionne un auteur féminin, j'adore, ça c'est mon top 1, qui s'appelle Ilaria Tutti, qui est italienne. C'est le must pour moi. Alors, c'est un auteur qui est complètement barré, hein, cintré, barré, tout ce que j'aime. Et qui a sorti dans cette histoire sur le toit de l'enfer, il y en a 3-4 qui se suivent. Le dernier est un roman grand format, il n'est pas encore sorti en poche, mais je vous en parlerai parce que ça, c'est très intéressant. Je vous en parlerai plus tard. On va explorer aussi par la suite un auteur japonais qui a été traduit en français, donc je vous en parlerai, c'est une trilogie. Très intéressante, qui n'a rien à voir avec le roman policier, mais qui est assez intéressante. Un peu de mal à y rentrer au début, mais le concept est assez intéressant, je vous en parlerai la prochaine fois. Donc, Norferville, allez-y. Le roman maudit sous calendrier de l'Avent, thriller de l'Avent. Alors j'ai bien regardé, il n'y a pas de chocolat dedans. J'ai regardé, hein, je l'ai secoué dans tous les sens, mais il n'y a pas de chocolat. Donc, j'aime les chocolats à 2 balles. Ce que j'appelle les chocolats à 2 balles, c'est ces fameux, on n'en trouve presque plus maintenant, c'est ces fameux chocolats avec de la pâte au sucre à l'intérieur. C'est très mauvais, voilà. Et je suis très adepte de ces chocolats-là, donc heureusement, on en trouve de moins en moins. Donc comme ça, j'en mange pas. Et voilà, c'était l'aparté, le chocolat. Donc Franck Tilliez, et la semaine prochaine, je vous fais un petit résumé de Matthew Blake, Anna O, et je vais essayer de vous trouver un petit K-drama un petit peu aussi dans cette particularité qui peut être sympathique. Voilà, prenez soin de vous, cette fois-ci je n'ai pas de lapsus révélateur. Je vous dis à la semaine prochaine.
Passez une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.